Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 16h. Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, campuslille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Radio Campus qui émet de Villeneuve-d'Ascq. Et donc dans quelques instants, je vais donner la parole à son maire actuel, qui l'a été aussi longtemps dans le passé et qui a construit, on va dire, pensé, imaginé le développement de cette ville nouvelle qui s'appelait avant la nouvelle ville de l'Est de Lille. Gérard Caudron, bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir à l'antenne de Radio Campus en direct aujourd'hui pour cette émission spéciale qui a pour objet de présenter un peu comment s'est élaborée cette ville de Villeneuve-d'Ascq, comment vous et votre équipe ou d'autres personnes peut-être avec vous ont imaginé à la fois le projet de départ et son développement. Ah, c'est une longue histoire. Comme vous le disiez dans la présentation, j'étais maire, sinon au début de la ville nouvelle, au moins en ses débuts. Je le suis toujours, par parenthèse, même si j'arrive en fin de parcours. Donc les villes nouvelles, d'abord il faut rappeler que c'est l'État gaulliste de l'époque, qui avait conçu le projet de 9 villes nouvelles en France. Et à l'est de Lille, il y en avait 5 dans la région parisienne et 4 en province. Et l'État, le gouvernement, avait décidé d'en faire une à Lille, ou autour de Lille. D'ailleurs, au début, ça s'est un petit peu baladé autour de Lille, puisque ça devait être du côté flamand, avant finalement de revenir là où nous sommes aujourd'hui, y compris parce que dans le même temps, le recteur Debert avait le projet de délocaliser de Lille le campus universitaire de sciences et techniques. Donc les deux se sont rassemblés pour que finalement, en 1969, la décision officielle a été prise, après 3 ans de réflexion, de créer une ville nouvelle qui s'appelait effectivement Lille-Est, dont on pouvait d'ailleurs au départ penser que c'était une préparation d'un agrandissement de Lille, puisque la mode à l'époque était plutôt aux fusions de communes, ce qui n'est plus heureusement le cas aujourd'hui, car ça donne rarement de bons résultats. Et il faut rappeler que quand en 69 la ville nouvelle a été créée avec un établissement public de Lille-Est, l'EPAL, à l'époque, la ville de Villeneuve-d'Ascq n'existait pas, puisqu'elle s'est créée le 25 février 1970 par la décision des élus de l'époque de Flers, Anap et Ascq de fusionner pour créer Villeneuve-d'Ascq, qui d'ailleurs, elle aussi, a failli s'appeler Villeneuve-en-Flandre avant que les Asquois imposent le nom d'Ascq en mémoire du massacre d'Ascq du 1er avril 1944. Mais il faut rappeler que le périmètre de la ville nouvelle couvrait à l'époque 13 communes, et je veux quand même les rappeler. Il y avait Anap, Ascq, Flers, mais aussi Hélène, Lezennes, Mont-Saint-Barreuil, Ronchin, Lesquin, Forêt-sur-Marque, Tressin, Anstein, Sanguin, Mélantois et M. Donc c'était un projet qui, à la mode de l'État de toujours, mais de l'époque en particulier, ont tracé sans tenir compte finalement de la géographie. Comme Villeneuve-d'Ascq, les élus ont eu le courage, parce qu'il fallait avoir du courage, je le dis pour leur rendre hommage, les élus d'Anap, Ascq et Flers, je n'étais pas dans la course à l'époque, il fallait du courage pour fusionner leurs communes, et si ils l'avaient pas fait, Villeneuve-d'Ascq n'aurait pas existé, et 13 communes éparpillées, comme ça s'est passé, et ça se passe toujours dans la région parisienne. Il faut se rappeler qu'une commune, une des villes nouvelles de la région parisienne, j'ai plus le nom exactement en tête, mais il me semble que c'est Marne-la-Vallée, n'est toujours pas terminée. Alors que nous, par le fait que la décision avait été prise de créer Villeneuve-d'Ascq,
Donc en 70, moi-même, j'ai été élu pour la première fois comme conseiller municipal à l'occasion d'une élection partielle en 76 et maire en 77. J'ai eu à l'époque, de par l'existence d'une ville, des outils, enfin un outil et aussi de l'énergie pour imposer le choix de notre commune aux techniciens, très brillants par ailleurs, ils étaient 150 à l'EPAL, presque plus que d'employés municipaux, et en plus, il y avait un conseil d'administration de l'EPAL qui était présidé par le président de la communauté urbaine de l'époque, Arthur Notbar. Je peux vous dire que quand un jeune maire d'un peu plus de 30 ans arrive tout frais et moulu, et qu'il a affaire au ministre d'Ornano, ministre des Villes Nouvelles, gaulliste et forcené, j'y reviendrai, le président de la communauté urbaine qui avait imposé aussi le métro, à juste titre, mais qui était un homme de caractère et plutôt colérique, on a même une paire de fois failli se battre physiquement parlant, et que j'arrivais, moi, sans aucun moyen, sans budget même. La commune, quand j'ai été élu, n'avait pas de budget pour imposer une vision différente. Et il faut rappeler que la ville nouvelle, c'était au départ 120 000 habitants. Alors, je vais rappeler peut-être une phrase que vous avez prononcée. Je ne sais pas si elle est de vous, mais on pourrait la commenter. Il n'est pas nécessaire d'être d'accord sur tout pour bien travailler ensemble au service de tous. Ah, elle est de moi, bien entendu. C'est même, je dirais, le sous-titre du petit mouvement politique que j'anime, puisque je ne suis plus membre d'un grand parti politique, après avoir été 37 ans au Parti Socialiste. C'est Rassemblement Citoyen, et c'est vrai que j'ai créé il y a 20 ans, donc bien après ce dont nous parlons, mais c'est vrai que c'est cette expérience. Bon, ça fera 50 ans que je suis élu de Villeneuve en mars 2026, quand mon mandat de maire s'achèvera. C'est vrai que la première conclusion qui m'est toujours venue, et peut-être la première raison pour laquelle finalement on est passé de l'Île-Est, j'y reviens, un futur quartier de l'île, un peu à l'image de l'île Sud, à Villeneuve-d'Ascq, ville olympique l'année dernière, c'est peut-être un petit peu parce que j'étais là, mais c'est surtout parce que j'ai eu avec moi 8 équipes différentes, j'ai eu des administrations, j'ai eu une vie associative extrêmement importante, j'ai eu les universités, j'ai eu les citoyens. On ne peut aboutir à ce résultat que si on s'y met tous, même si on est différent, même si on vote pas exactement pareil au moment des élections, mais qu'on a ce même projet de réussir la ville. Et je dirais que ce dont je suis le plus fier, c'est non seulement d'avoir évité peut-être ce qui était dans les intentions de certains, y compris de Pierre Mauroy, qui voulait absorber Villeneuve-d'Ascq dès 1977. C'est à une époque, il faut quand même se rappeler, pour ça qu'on parlait de 120 000 habitants, à l'époque, la mode c'était de construire. Et pour être un grand maire, entre guillemets, il fallait construire. Moi, je suis né dans un village de 120 habitants dans l'Aisne. Et donc, j'ai toujours eu... mon grand-père était ouvrier agricole, ma mère était polonaise, on travaillait en usine à 11 ans, et j'ai toujours eu un attachement avec la terre. Et c'est vrai que on a réussi à faire, finalement, la ville du 21e siècle dans les années 70. Parce que dans les années 70, il fallait construire. Maintenant, on parle de nature, on parle d'agriculture, on parle de proximité, on parle de tout ça. À l'époque, pas du tout. Moi, je me souviens, j'ai eu pendant 14 ans des relations assez étroites avec François Mitterrand. Chaque fois que je le voyais, qu'il m'invitait pour discuter de quelque chose, il me disait, il y a combien d'habitants à Villeneuve-d'Ascq ? Je disais, monsieur le président, pas plus que la dernière fois, parce que c'était... Mais lui, qui était d'une autre génération, pour lui, la réussite, c'était 10 000 habitants, 20 000, 30 000 habitants. Et je reprenais avant de venir vous voir un petit peu les documents de l'époque, dans le projet de l'EPAL, on se félicitait de pouvoir constater que sur Villeneuve-d'Ascq, enfin sur l'ensemble même de la ville nouvelle, on ferait 120 hectares d'espace vert.
Et on disait même que le Nord n'était pas habitué à ça. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, à Villeneuve-d'Ascq, enfin, d'espaces verts, nature, forêt, lac, etc., c'était 120 hectares au total. Aujourd'hui, à Villeneuve-d'Ascq, qui est une ville de 2700 hectares, il y a 1000 hectares de terres agricoles, il y en a encore près de 400 hectares de forêts, de parcs, de lacs. Et pour moi, c'est vraiment, au moment où je tirerai ma révérence sur mon lit de mort, ça sera certainement ma dernière pensée d'avoir un petit peu contribué à éviter que nos enfants ne puissent plus ni respirer ni manger. Alors, il y a encore à Villeneuve-d'Ascq des fermes, mais elles ont peut-être changé d'usage, on va dire. On connaît tous maintenant, bien sûr, la ferme d'en haut, et puis d'autres. Comment cette idée de ferme, enfin d'endroits qui ont été fonctionnels à cet usage-là, est venue au moment de l'île 2004, de les transformer en lieu d'art et de culture, on va dire? Oh, mais ça a commencé bien avant l'île 2004. L'île 2004, je rappelle, c'est l'île capitale culturelle de l'Europe, mais ça faisait suite au projet déjà de ville olympique. Et c'est parce qu'on avait échoué à l'époque pour avoir les Jeux Olympiques qui finalement sont allés à Athènes qu'on s'est, je dirais, entre guillemets, rabattu sur la culture. Et à partir d'un certain nombre d'équipements, comme la ferme d'en haut, de faire une grande opération. Mais il faut quand même savoir que dès le début des années 80, et je rappelle que la Ville Nouvelle, je l'ai terminée de par ma demande et l'acceptation de François Mitterrand à l'époque, en 1983. C'est-à-dire que j'ai été élu en 77. J'ai commencé par réduire de moitié les projets. J'avais reçu un jour le comte d'Ornano qui voulait que je construise 2500 logements par an pendant 3 ans. Il est reparti, j'avais dit non, et j'avais obtenu le mur anti-bruit à financer qui traverse la RN, qu'il n'avait pas à l'époque. Mais déjà à l'époque, les fermes, on les avait conservées. Il y a la ferme du Héron, qui est une ferme classique liée aux activités nature, mais vous avez des fermes où il y a le LCR du Sar, vous avez la ferme du Pire où il y a des bureaux, vous avez surtout la ferme du Terroir où vous avez un musée. Comme il en existe peu en France, même si je constate souvent qu'il y a des citoyens, y compris villeneuvois, qui paient bien cher dans d'autres régions pour visiter un musée du terroir, alors qu'ils sont jamais allés chez nous. Alors ça veut dire quoi, terminer une ville? Vous dites, à un moment donné, j'ai dit, elle est terminée. Alors non, ce qui a été terminé, c'est, je dirais, la mécanique ville nouvelle. Bon, la ville, c'est pas terminé, hein. Elle se continue tous les jours, et même, je dirais, des secteurs comme le centre-ville, tout ça, était à peine commencé. Il faut quand même rappeler que quand j'ai été élu en 77, là où on est en centre-ville, un peu plus loin que le campus, il y avait 3 bâtiments. Il y avait l'hôtel de ville qui avait été construit par mon prédécesseur mais qui était vide parce qu'il ne voulait pas y aller, il s'était fâché avec son premier adjoint et il ne voulait pas y aller. Il y avait la Rose des Vents qui est ouverte 1 an plus tôt. Il y avait le centre commercial en construction. Et au milieu de tout ça, il y avait une piste d'hélicoptère pour permettre à tous les technos qui voulaient voir ce qu'était une ville nouvelle de venir en hélicoptère pour atterrir. Donc, si vous voulez, la ville en 83 était loin d'être terminée, mais la décision de la sortir du statut de ville nouvelle, c'est-à-dire supprimer l'établissement public, c'est-à-dire faire hériter de l'actif et du passif de l'établissement public, la communauté urbaine. L'actif, c'était du foncier, c'était des bâtiments. Le passif, c'était des emprunts. Pour tout dire, elle était tellement... Quand on a arrêté là, c'était tellement rentable que la communauté urbaine a hérité de l'actif et du passif, je dis, en 84. En 95, l'actif déjà réalisé avait couvert le passif. Et depuis 95, la communauté urbaine qui est encore propriétaire de terrain de la ville nouvelle, chaque fois qu'elle en vend un bout, par exemple pour faire le grand stade, par exemple pour faire le Roi Merlin à côté, Villogia, chaque fois elle vend
du terrain qu'elle a eu quasiment gratuitement de par ma décision à l'époque, tant mieux. La communauté urbaine, c'est nous, autant que on en profite tous. C'est pas. Mais pour vous dire qu'à l'époque, la décision, c'était je reprends les clés de la ville complètement, et c'est nous qui allons continuer et finir. Et je pense qu'à l'époque, on a bien fait. Et quand je vois comment ça se passe, encore une fois, où ça s'est passé dans d'autres villes nouvelles, vous savez, il y a quand même rien de tel que des élus communaux. Je ne parle pas de moi, hein. Je parle d'une manière générale, et j'en profite pour le dire. Moi, je suis un défenseur des communes. Il y a beaucoup de communes en France. C'est une richesse. Et comme j'aime la France des communes, la France rurale, je me dis tous les ans, quand je fais mon tour un peu de France, que s'il n'y avait pas les communes, eh bien, il y aurait du désert. Parce que dans les communes, il y a souvent plus que les élus locaux et la mairie. Alors, qui vit à Villeneuve-d'Ascq et est-ce que vous avez, en tant que maire, influé sur qui peut habiter là, ou qui ne peut pas habiter, peut-être? Oh là, alors là, vous prêtez... on n'est pas chez Poutine, hein, cher ami. Hein, bon, un maire, heureusement, on est en démocratie, il n'a pas tous ses pouvoirs. Je dirais, mais je vais répondre à votre question, que... moi, quand on me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, bon, qu'est-ce que c'est qu'un maire d'aussi longue durée? Je dis, c'est l'équivalent d'un chef d'orchestre. Je veux dire, il y a des musiciens, puis il y a un chef d'orchestre. Et c'est vrai que, on peut le dire, entre un mauvais chef d'orchestre avec des bons musiciens et des bons musiciens avec un bon chef d'orchestre, ça marche mieux. Et je dirais qu'un bon chef d'orchestre, s'il n'a pas de bons musiciens, ça ne marche pas non plus. Donc, c'est ça. Alors, par rapport à la ville, si vous voulez, nous sommes à la fois la grande ville où il y a le plus de logements sociaux, donc qui sont des logements pour les personnes les plus modestes. On a 46% de logements sociaux, ce qui n'est pas le cas. Vous savez, il faut avoir... la règle nationale, c'est 25%, pour vous dire qu'on est largement au-dessus. Mais en même temps, pour reprendre la formule d'un haut personnage qui n'est pas spécialement dans mon cœur, en même temps, il y a il y a des quartiers résidentiels, il y a même des quartiers pour des gens ayant beaucoup de moyens, comme Brigode ou comme au nord de la ville, et puis des quartiers intermédiaires comme le château, et puis on a conforté les anciens villages. Moi, j'habite à Anap, j'habite à côté de l'ancien couvent Saint-Sauveur. Pour vous dire, Ascq, quand on va dans la rue commerçante, on est comme dans un village ancien. On a réussi à conjuguer, je veux dire, la grande ville, sa centralité, avec son hôtel de ville, sa Rose des Vents, son centre commercial, Heron Park avec les restaurants, les cinémas et tout ça, et en même temps d'avoir des quartiers. Donc, si vous voulez, moi, j'ai toujours eu cette obsession du vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est pas nécessairement vivre les uns sur les autres. C'est vivre les uns à côté des autres. C'est d'avoir des projets communs, des envies communes. Et je dirais, j'en profite, même si c'est un peu hors de ça, pour dire, moi, par exemple, une des mes plus grandes fiertés, c'est nous qui faisons des centres de vacances, des colonies de vacances, comme je disais, tous les ans. Bon, on envoie 500 enfants et jeunes chaque année en colonies de vacances. Eh bien, les jeunes qui sont là, ils viennent de tous les quartiers, ils sont de tous les milieux, de toutes les religions, de tout ce qui provoque dans d'autres villes des raisons d'affrontement. Nous, jusqu'à présent, j'espère que ça continuera. On arrive à faire vivre les gens ensemble, chacun à leur mode, avec leurs moyens. Et c'est pour ça que, si vous voulez, je ne peux pas dire que le maire décide. Le maire a décidé de faire les logements sociaux, effectivement. Le maire, dans les attributions des logements sociaux, il a une voix, mais parmi une dizaine, pas plus. Donc c'est pas lui qui décide des attributions de logements, mais c'est vrai aussi que de construire, par exemple, des résidences universitaires. Il faut quand même pas oublier que dans une ville où il y a plus de 40 000 étudiants qui fréquentent nos deux campus, on aura à la fin de ce mandat 10 000 chambres en résidence. 5 000 privés, 5 000 publics. Alors on dirait, oui, peut-être, oui, le Crous, 5 000, mais les autres. Ben, je dis les autres, ils sont certes un peu plus chers. Mais
pas beaucoup quand on voit toutes les aides. Et surtout, ça évite que les étudiants dont les parents ont un peu plus de revenus et qui peuvent pas avoir accès au logement Crous, ils soient pas obligés d'aller se faire exploiter par des gens qui partagent une maison en 5 chambres et qui louent chaque chambre plus de 200 €, si vous voulez. Bon, quand vous allez boulevard de l'Ouest, chacun connaît, là, c'est là où qui mène un des boulevards de... Bon, vous avez 2 résidences universitaires près du garage Renault, pour ceux qui connaissent, c'est là où il y a toutes les concessions automobiles. 2 résidences, elles sont identiques. Elles ont été faites par le même architecte. Il y en a une qui est privée, qui a été faite par Bouygues Télécom, et l'autre qui a été faite par le département, qui est une résidence du Crous. C'est à peu près les mêmes étudiants pour à peu près, je dirais, pas tout à fait les mêmes loyers, mais encore une fois, des loyers qui sont acceptables. Alors, nous qui avons connu l'installation, on va dire, des universités, alors on peut rappeler peut-être l'université de Lille 1, cité scientifique, avant 1970, si ma mémoire est bonne. Lille 1 date de 66. Voilà. Non. Lille 1 64 et le Pont de Bois 66. J'y pense à ça parce que je suis la dernière génération. Moi, j'étais en sciences éco à Lille en 64 et 65 et j'étais encore rue d'Huez, je crois, sur Lille. Le basculement s'était pas fait, mais le campus. Avec ses champs de betteraves et tout, des premiers étudiants complètement perdus, ça datait de 2 ans avant 64. Voilà. Et donc, c'est vrai que pour ces étudiants de l'époque, se déplacer, ce n'était pas simple. Aller prendre un train, etc. Et ce métro a quand même résolu pas mal de choses. Mais le métro n'est arrivé. Bon, il a été en service, la première ligne, en 83. Donc, il a fallu il faut du temps. Vivre sans avant. Et ça n'a pas été facile. Mais heureusement qu'on l'a eu, ce métro, parce que c'est vrai que l'accessibilité était pas simple. Mais faut quand même bien dire que, bon, moi j'ai connu les premiers étudiants, moi j'y étais pas, mais enfin c'est ma génération. Bon, et on venait un peu sur le campus, c'est vrai, c'était un pinsomme. Aujourd'hui, on est devenu une ville universitaire. Moi, je rencontre les étudiants à Heron Park, au cinéma, dans les restaurants, dans les petites brasseries. Bon, ils vont se pinter encore le nez à Lille, à la bière le vendredi soir, mais le reste du temps, ils vivent largement sur Villeneuve, avec toutes ces structures culturelles, sportives, associatives et autres. Donc c'est vrai que là, c'était un grand enjeu. Et alors, j'ai quand même, je vais le dire, ça fera pas plaisir à mes voisins, mais j'ai bénéficié quand même du fait que Lille n'a jamais trop aimé ses universités. Je le dis en pesant mes mots, mais pour avoir entendu aussi bien Pierre Mauroy que quelquefois Martine Aubry dire c'est compétences État, et puis bon, les résidences sont pas bien, elles sont occupées 6 mois, c'est pas une bonne clientèle pour nos commerçants, etc., etc. Moi, j'ai toujours été fier de nos universités et heureux d'avoir autant d'étudiants qui habitent à Villeneuve-d'Ascq. Il fallait y mettre quelques décisions et quelques moyens. Voilà, donc on a parlé de la vie des étudiants, on pourrait aussi parler des chercheurs, et notamment de ce célèbre professeur Gabillard, qui a créé le métro, il a conçu le métro. Voilà, qui a donné son nom aussi en sous-titre d'une station de métro. Si vous voulez, moi je me souviens de l'époque, parce que comme j'ai été, je vous dis, élu en 76, et que la première ligne de métro, moi mes premiers tours de métro, c'était aux 4 cantons, sur un circuit comme ça, comme sur un train électrique, Et puis il y avait des débats entre Mont-Saint-Barreuil qu'on voulait pas. Bon, nous on en voulait, mais quand je pense que il devait passer le long de la chaussée haute de l'hôtel de ville en aérien à quelques mètres des fenêtres, j'ai dû me battre pour qu'il soit mis en sous-sol. Bon, le triolo il est déjà à moitié. Ça a été des négociations
importante, mais c'est une grande réussite. Alors, les lieux de stations de métro, est-ce qu'on peut dire que les villes qui ont fait le pari d'accueillir ces stations en ont beaucoup profité au détriment d'autres qui auraient pu le faire et qui ne l'ont pas fait? Est-ce qu'elles ont eu tort? Vous savez, dans toute chose, où est la cause, où est l'effet, hein. C'est parce qu'on avait des atouts qu'on a eu des stations de métro, et après on les a rentabilisées, et on s'en rend bien compte. Mais je rappelle aussi, par exemple, vous êtes bien au courant des difficultés du métro de la ligne 1 aujourd'hui, avec toutes ces pannes et tout ça. Les rames de 52 mètres qui devraient être là depuis plusieurs années, qui ne le sont pas, et donc mais à l'époque, quand on a fait les stations de métro, on avait justement déjà prévu les 52 mètres. C'est-à-dire que c'est au moins un avantage aujourd'hui, c'est que parce qu'il faut agrandir, bien sûr, la station, les quais et tout ça. Il y a des travaux à faire, bien sûr, mais on n'a plus besoin de recreuser. Si on n'avait pas prévu ça au départ, il fallait quand même y prévoir. Et je vous disais tout à l'heure que Arthur Notebaert... j'ai eu parfois des relations difficiles avec lui. Au moins, moi, c'est quelqu'un que j'estime, que j'admire, parce qu'il a dû imposer tout ça à la métropole. En plus, honnêtement, quand on disait un métro sans conducteur, je veux dire, les gens avaient peur. Je me souviens, Arthur Notebaert, quand il faisait des réunions, il disait, mais écoutez, arrêtez d'avoir peur, puisque quand vous prenez l'avion, il y a déjà quasiment plus de pilote. Il y a un pilote, mais il regarde le tableau et il touche déjà plus aux manettes. Mais à l'époque, c'était vraiment innovant. Et c'est vrai que le professeur Gabillard, que j'ai bien connu, moi, j'ai connu tous ces personnages. La ligne numéro 1 du métro, je l'ai inaugurée avec lui, avec François Mitterrand. Idem pour la ligne numéro 2. C'est vrai que aujourd'hui, on voit les dysfonctionnements et on a raison de s'en plaindre. Je peux vous dire que pour lancer ça, et puis ça coûte cher, hein, je peux vous dire qu'il fallait un courage politique de la part des décideurs de l'époque, qu'ils soient de l'État ou de la communauté urbaine. Et puis, je veux dire, on voit bien la différence. Le maire de Mons n'en a pas voulu. Il a dû attendre la ligne numéro 2. Et pour répondre à votre question, est-ce qu'on est gagnant? Oui, c'est vrai que le fait d'avoir une station de métro, des stations de métro, et on en a, alors que je dis pas de bêtises, 2, 3, 4, 5, je crois qu'on a au total sur les deux lignes. C'est vrai que c'est un atout. En plus, nous, à Villeneuve d'Ascq, on a su conserver le tramway sur la partie nord de la ville. Donc, on a à la fois des stations de métro, des lignes numéro 1 et 2, plus le tramway. Et c'est vrai que c'est une des raisons de la réussite de la ville, c'est on est à la fois pas en centre-ville comme l'île-centre. Donc on a de la verdure, on a de l'espace, on peut faire du sport, mais on est complémentaires et on peut aller à Lille facilement, si vous voulez. Parce que Lille est une belle ville, moi. Vous savez, très souvent, le samedi après-midi, moi j'y vais, me promener dans le centre de Lille. C'est vrai que c'est devenu une grande ville attractive. Et je peux vous dire que là encore, quand je suis arrivé en 63 à Lille, où j'habitais rue Jean-Jacques Rousseau, parce que à l'époque, quand on n'avait pas de sous, quand on avait des sous, on allait à l'île Sud, et quand on n'en avait pas comme moi, on allait dans le Vieux-Lille. Comme quoi, vous savez, rien n'est jamais acquis complètement. Donc j'ai été Lillois avant d'être Villeneuvois, et c'est vrai que c'est une belle ville et on a envie d'y aller. Et c'est vrai qu'on est complémentaires entre l'île historique, touristique, qui est attractive, et Villeneuve d'Ascq qui apporte les compléments en termes de logement, d'activités culturelles, sportives. Savez-vous que sur 65 000 habitants, on a 25 000 licenciés dans une discipline sportive. Donc on a ça nulle part. De la même manière, je disais tout à l'heure, vous avez des villes universitaires en dehors de Paris où il y a plus de 40 000 étudiants. Moi, j'en connais pas en France. Des villes, des ensembles de villes, oui, mais des villes, j'en connais pas. Donc c'est tout ça qui fait un peu notre richesse, mais c'est vrai qu'il faut se donner les moyens en termes d'infrastructure, et que en matière de transport, là aujourd'hui,
Lille étouffe, et nous, indirectement, sur la RN, tout à l'heure, pour arriver ici, j'ai mis une demi-heure de partir de chez moi, parce que tout était bloqué. À un moment donné, vous avez la direction Paris, Valenciennes et Bruxelles. Il y avait une voiture qui avait eu un accident. Tout était bloqué, tout était arrêté. Donc, il faut continuer à investir dans les transports en commun. Et en particulier, moi, je plaide, par exemple, par rapport au campus La Haute-Borne, plutôt que laisser disparaître complètement une ancienne ligne qui allait d'Ascq jusqu'à Ascq, je sais plus, j'ai un trou dans. Bon, il y avait une ligne de chemin de fer. Bon, elle a été supprimée. Moi, je suis pour qu'on la refasse, pour qu'il y ait un bouclage complet jusqu'au pont de Bois et rejoindre la ligne à la fois de train qui va se retourner sur l'île et la station de métro. Si vous voulez, l'important dans les transports en commun, c'est d'avoir des éléments de liaison. Parce que si vous avez uniquement des lignes importantes, quand vous ou une famille a besoin d'aller travailler, de mener ses enfants à l'école, de faire ses cours, vous ne pouvez pas y arriver, vous gardez votre voiture. Il faut qu'il y ait des points où on a des échanges, y compris avec des bus, tout, pour qu'on ne soit pas obligé d'avoir des ruptures où on est obligé de reprendre sa voiture. Voilà, donc vous venez de parler de la Haute-Borne. Alors c'est vrai que c'était un lieu qui n'existait pas dans cet état-là il y a 20 ans. Je crois que vous l'avez inauguré, je devais être présent d'ailleurs. Et il y a comme ça des lieux qui se créent, des pépinières d'entreprises, des sièges aussi de très grandes entreprises françaises, mais qui rayonnent à l'international. Il y a un vrai tissu économique à Villeneuve-d'Ascq. Écoutez, il y a 2 fois plus d'emplois que justement ce qui était prévu dans la ville nouvelle. Et pour revenir sur la Haute-Borne, c'était dans les cartons de l'EPAL. Et c'est moi qui ai décidé de ne pas le faire. Parce que je me suis dit, si on le faisait à l'époque, on risquait de faire du n'importe quoi. Et là encore, on risque de me faire mais j'ai l'habitude de me faire des adversaires, donc je suis pas après. Mais l'EPAL, la grande zone d'activité qu'ils avaient fait, c'était la zone du élu à LM. Si vous allez à la zone du élu à LM et que vous allez à la Haute-Borne aujourd'hui, il fallait mieux attendre quelques années pour pouvoir faire de la qualité et surtout pour pouvoir convaincre, y compris l'université, très renfermé dans ses murs, faut bien le dire, que c'était un atout, qu'il pouvait y avoir des échanges avec le monde économique, qu'il pouvait même y avoir des structures universitaires, grandes écoles sur la Haute-Borne, et c'est en train de se faire progressivement. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, il y a maintenant des structures universitaires, grandes écoles, qui se font, je vois au Broc, rue Jean Jaurès, à la place de Villogia, il y a une grande école privée, mais qui s'installe. Il y en a aussi près des Ron Park. On m'a parlé d'un autre projet en cours sur un autre quartier de la ville. C'est vrai que cette dimension universitaire qui est née dans nos 2 campus, l'intérêt, c'est de bouillonner. Et c'est vrai que la Haute-Borne, qui est un parc scientifique européen et d'innovation, je veux dire, c'est un des rares parcs que je connaisse qui soit rentable, parce qu'il a une attractivité, parce que, je veux dire, on n'a pas de friche, on n'a pas tout ça, il est bien géré, c'est un bel atout, mais il ne faut pas oublier aussi d'autres entreprises. Je pense à Decathlon, qui a déjà de grands bureaux et qui va avoir son siège mondial à Villeneuve-d'Ascq sur le campus qui se trouve au niveau de la station des Prés. Voilà, donc on peut dire que la dynamique économique est plutôt favorable dans le développement de la ville actuellement. Écoutez, elle est impactée aussi par une situation française qui n'est pas l'objet de notre débat, mais qui est quand même un peu dramatique. C'est vrai que
il n'y a pas d'euphorie. Mais il n'y a pas de projet abandonné, il n'y a pas d'immeuble, de bureaux, d'activités vides, il n'y a pas tout ça. Mais bon, je veux dire, il faut se remuer un peu. Alors, est-ce qu'il y a encore des projets importants et innovants dans vos cartons, Monsieur Caudron ? Écoutez, si vous voulez, quand on pense à l'avenir, encore une fois, moi je suis aux manettes pour essayer de préparer la succession. Je peux vous dire que c'est pas simple à faire. Que quand on a occupé le terrain pendant 50 ans, les successions sont jamais faciles. Mais bon, donc je croyais pouvoir arrêter un peu avant pour me reposer. J'ai jamais autant travaillé maintenant que de devoir finir les projets en cours, prévoir les projets futurs et accessoirement essayer de peser sur les esprits, sur l'équipe ou les équipes futures, en se basant sur ce que vous me rappeliez tout à l'heure, qu'il n'est pas nécessaire d'être d'accord sur tout pour bien travailler ensemble. Donc, alors, si vous voulez, nous, moi, je dirais dans les projets, je pense qu'il y a une compatibilité entre être une ville de l'innovation grâce à ses universités et grâce à ses grandes entreprises et être en même temps une ville nature et nourricière parce que la nature et le nourricier, c'est la survie de nos enfants. Moi, je dis souvent, contrairement à beaucoup de vieux qui disent les jeunes ceci, les jeunes cela, je dis écoutez, arrêtez, hein, et vous qui m'interviewez, vous êtes bien placés. Dans les années 60, on n'avait peut-être pas tous les outils que les jeunes ont aujourd'hui. On avait l'espoir, on avait l'avenir, même si moi, mon premier métier, quand j'ai commencé à travailler en 63, je gagnais 360 francs par mois. Ça fait moins de 60 euros. C'était il y a 60 et quelques années, mais quand même, je peux vous dire que c'était pas lourd. Mais quand on regardait l'horizon, on disait on va y arriver. Là, quand un jeune sort de l'université avec plein d'envie, qui rentre chez lui, qu'il allume la télé et qu'on lui dit il y aura peut-être une guerre européenne dans 1 an, une guerre nucléaire dans 2 ans, et puis dans 20 ans on pourra plus respirer, il faut vraiment du courage. Et donc c'est mon moteur de fin de vie que de me battre, je l'ai dit, jusqu'à mon dernier souffle pour aider à éviter le pire. Et c'est vrai qu'une ville comme la nôtre, dans sa dimension nature et nourricière, on a 400 hectares de terres agricoles. On dit toujours il faut manger des produits de proximité, des produits saisonniers. Mais il faut avoir des terrains. Et je suis aussi un pilote de ça dans la métropole avec d'autres collègues vice-présidents pour dire on est une métropole lilloise on est la métropole où il y a le plus d'agriculture. Au lieu de faire n'importe quoi, au lieu de laisser cultiver ça par des Belges qui viennent cultiver quelquefois des produits qui sont interdits à la culture chez eux, il faut faire du nourricier. Mais en même temps qu'on fait du nourricier, il faut avoir des structures de commercialisation de proximité pour que les gens puissent facilement les acheter, pour leur redonner l'envie du saisonnier. Moi, je suis d'une génération où on n'achetait pas des fraises à Noël dans une barquette en plastique à un prix pas possible. On attendait le mois de mai et le mois de juin, et je veux rappeler aux gens et je veux plaider pour rappeler que dans l'attente, il y a du plaisir, quel que soit le domaine, d'ailleurs, mais en particulier moi, j'attendais les pommes de terre nouvelles, les haricots, les fraises, les pommes d'août, et même du raisin au mois de septembre. C'est ce qu'on est en train... À côté d'ici, on replante une vigne actuellement, et on aura un cru villeneuvois dans les, je dirais, 2-3 ans à venir. Est-ce que dans les associations, elles sont nombreuses à Villeneuve d'Ascq, comme on a pu le voir à la foire des associations encore récemment, est-ce qu'il y en a qui s'intéressent, on va dire, aux jardins ouvriers, des choses comme ça ? Tout à fait. On a des dizaines et des dizaines de formes de jardins. Alors je mets de côté les gens qui ont un jardin chez eux, ça c'est leur problème, mais on a des jardins collectifs ouvriers. Alors, on a une grande association où il y a 300 jardiniers, les jardins de Villeneuve d'Ascq. On en a une autre plus petite et plus spécialisée sur Ascq, mais on développe aussi toutes les formes intermédiaires de culture, y compris dans les prochains projets, il y en a au Pont de Bois, comme ça. Si vous voulez, c'est plus chacun vient
vient cultiver, vient se servir. On plante partout des arbres fruitiers. Et ça, il faudra un jour peut-être qu'on en rediscute. Les gens n'osent pas aller cueillir ce qu'ils ont gratuitement. Parce qu'ils ont tellement été habitués. Ils savent plus ce que c'est qu'un fruit ou qu'un légume autrement que dans une barquette qui coûte les yeux de la tête. Donc, si vous voulez, c'est tout un processus qui va de convaincre les cultivateurs, les agriculteurs, qu'il faut qu'ils fassent d'autres productions, mais qu'ils doivent en vivre. Parce que, je veux dire, moi je suis pas pour l'écologie coup de pied au cul. Je le dis souvent, il faut les convaincre de faire et pas uniquement. Il y a des normes, il y a tout ça, il faut qu'il y en ait quand même. Hein. Mais ça marche pas que ça. Et c'est vrai qu'une agriculture de proximité où ils ont des réseaux directs de vente, ça permet quelquefois, souvent, de mieux vivre que de faire, je dirais, du maïs ou des choses comme ça. Donc, d'avoir de la production, de la commercialisation, et j'ajouterais, et on le fait dans des quartiers où les gens sont encore moins habitués de faire la cuisine, par exemple. Rappelez que faire un petit peu de cuisine et donner des leçons de cuisine, ça prend pas tellement de temps. C'est plus long que le micro-ondes, c'est évident. Mais ça coûte 10 fois moins cher. Si vous faites bien le calcul des légumes entre ceux que vous achetez dans une barquette, ceux que vous achetez au kilo et que vous cuisez. C'est un travail, et c'est pour ça que par rapport à votre question sur l'avenir, c'est sûr qu'il faut conforter nos universités, car la recherche, moi je suis de ceux qui disent, depuis toujours, quand j'étais député européen, rapporteur du 6e programme de recherche européenne. Et je dis toujours que face aux problèmes, que la planète connaît, il y a 2 solutions. Soit l'incantation ou la prière, en attendant de mourir, soit grâce à la recherche de trouver des solutions. Quand on veut trouver, on trouve. Et donc, on a des universités qui sont performantes, et il faut les y aider, des entreprises qui les accompagnent avec des partenariats, une ville de l'innovation, et pas uniquement technologique, l'innovation humaine aussi. Moi, vous savez, là, j'en profite aussi pour le dire, moi, quand j'entends parler d'intelligence artificielle, ça me fait penser à amis politiques. C'est 2 mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je dis pas qu'il faut pas aller dans le sens de la technologie, mais il faut que l'humain, en transformant même ses modes de pensée, d'action, de décision, pilote la machine et se laisse pas piloter par la machine. Et ça, il y a de véritables dangers. Vous savez, j'ai un regret, certainement arrivant à la fin de cet entretien, ou presque à la fin. Je veux dire, je vais avoir 80 ans. Si j'avais 10 ans de moins, j'aurais encore beaucoup de choses à faire. Là, je travaillerais un peu en coulisses, mais je me battrai, encore une fois, jusqu'au bout pour faire avancer mes idées républicaines et laïques, et où la modernité n'est pas du n'importe quoi au profit de n'importe qui, mais pour tout le monde. Alors, pour terminer ces propos, on va peut-être rappeler un fait historique musical. C'était il y a quelques années, il y a même plusieurs dizaines d'années maintenant, c'était Pink Floyd au stade de Villeneuve-d'Ascq. Ouais. Un grand moment. Un grand moment. J'habitais à l'époque juste en face du grand stade, enfin le stadium plutôt, c'était pas le grand stade, et... il y avait une atmosphère. Non seulement ça a été un concert extraordinaire, mais qui prenait tout l'ensemble de la ville. Voilà, donc un endroit aussi où on se regroupe, on partage, où on est ému en même temps sur les mêmes objets, on va dire, et des objets qui sont... À l'époque, Pink Floyd était très inventif, donc l'intelligence artificielle, peut-être pas encore, mais les outils, oui. Ah oui, le cochon qui se baladait à travers là. Mais... Donc on va peut-être conclure sur cette chanson de Pink Floyd. Oui, mais un mot quand même encore, peut-être justement sur la particularité de la ville. Bon, des concerts au grand stade, on en a des quantités. Au stadium, on a encore des activités. On a eu les Jeux Olympiques. Eh bien, depuis 2012, il n'y a jamais eu un problème majeur d'insécurité, d'affrontement.
Je veux dire, moi, pendant les Jeux Olympiques, je suis allé, pas voir les compétitions parce que j'avais pas le temps, mais tous les jours, j'ai fait le tour du grand stade. J'y ai vu une foule colorée, venue de tous les pays, 1 300 000 visiteurs, dans une atmosphère humaine dont on a bien besoin actuellement. Voilà, lueur d'espoir, et puis croire en l'humanité, c'est quand même le minimum, hein, si on veut survivre. Eh oui, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Et moi, je suis toujours de ceux qui disent, bon, on peut essayer de prévoir l'avenir. Si on essaie de le prévoir, c'est pas très long. Mais il faut jamais oublier, moi, j'oublie pas, de par toute ma vie, où j'ai pas été soumis à un seul destin, qui pouvait imaginer qu'un gamin dans un village fasse de sa vie tout ce que j'ai pu faire. Donc ce que j'ai fait, beaucoup d'autres peuvent le faire si on leur en donne les moyens, car rien n'est réglé d'avance, c'est aussi nous qui faisons l'avenir. Merci Gérard Caudron.